Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 19 janvier 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Le mercato hivernal se termine dans un peu moins de 2 semaines maintenant et le moins que l'on puisse dire c'est que pour l'instant on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est Marseille qui pourrait réaliser le gros coup de cet hiver. Sauf retournement de situation, Milik, l'attaquant polonais du Napoli, devrait débarquer à l'OM. Les discussions se sont accélérées ces derniers jours et le transfert pourrait être bouclé dans les prochaines heures. C'est une opération complexe puisqu'il s'agirait d'un prêt de 18 mois avec option d'achat obligatoire, ce qui implique une prolongation du polonais à Naples dont le contrat expire en juin prochain. Concernant les montants, maintenant, la presse italienne ce matin évoque 2 possibilités, 8 millions d'euros plus 5 de bonus ou bien 9 millions d'euros plus 4 de bonus et 20 à 25% sur une éventuelle revente l'été prochain. Présent hier en conférence de presse, l'entraîneur de l'OM, André Villas-Boas, a rappelé que la transaction était délicate. Peut-être le prochain jour, je pense. Je ne sais même pas. S'il y a la possibilité là de le faire le prochain jour. Mais quand même, c'est une opération compliquée. Sinon, on continue à travailler dans d'autres dossiers. Mais ça, comme je vous avais dit, ça, pour cette chose-là, on peut arriver jusqu'à la fin du mercato, je ne sais pas. En tout cas, s'il arrive, Marseille espère que le Polonais sera enfin le grand attaquant dont tous les supporters rêvent sur la Canebière. Milik, un joueur qui a rendu bien des services à Naples. C'est 48 buts en 122 matchs de Serie A, ou avant ça, c'est 47 buts en 75 rencontres avec l'Ajax. En fond, sur le papier, l'une des valeurs sûres du poste en Europe. Joueur technique, qui a le sens du but. Et quant au contexte et à la pression marseillaise, on se fait pas trop de soucis pour lui. Après avoir connu ça à Naples, il devrait pouvoir gérer Marseille. Sauf que voilà, en championnat, le Polonais n'a plus joué depuis début août. Punition infligée par Naples pour avoir refusé plusieurs offres l'été dernier, alors que ses dirigeants avaient ouvert la porte à un départ. Et bien voilà, à l'époque, ni la Juve, ni la Roma, ni la Fiorentina n'avaient trouvé grâce à ses yeux. Milik, titulaire indiscutable au Napoli la saison dernière, s'est donc retrouvé évincé de toutes les compétitions. Alors pourquoi aujourd'hui serait-il plus enclin à bouger et pourquoi arriver à Marseille ? Eh bien parce qu'il n'a plus de temps à perdre, l'Euro arrive à grands pas et au pays, on commence sérieusement à interroger sa présence en sélection au vu de son absence totale de temps de jeu en club. La Pologne veut un attaquant en forme pour former un beau duo avec Robert Lewandowski pendant l'Euro. Alors aujourd'hui, le joueur est en rupture avec son club, il n'a cette saison joué qu'en sélection, 7 matchs entre amicaux et Ligue des Nations. La dernière fois qu'on l'a vu sur un terrain, Milik, c'était au mois de novembre face à l'Italie. Vous voyez où je veux en venir, on se pose quand même des questions sur son état de forme. Comment va-t-il arriver et combien de temps faudra-t-il pour le remettre en selle ? Il va aussi falloir changer de système, exit peut-être le 4-3-3 entrevu ces dernières semaines et retour peut-être pour AVB au 4-2-3 avec 2 ailiers et un 10 qui servirait Milik en pointe. On peut aussi imaginer un retour au 4-4-2 avec Benedetto ou Germain qui tournerait autour de Milik. Aujourd'hui, plutôt que de le voir comme un concurrent direct à Dario Benedetto, on préfère imaginer, espérer même pour les supporters marseillais que Milik relancera l'Argentin. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs. On commence par Angers qui discuterait actuellement à l'arrivée du jeune attaquant franco-haïtien de 21 ans, Yacine Fortuné, actuellement sous contrat en Suisse à Sion, formé au RC Lens, puis parti à Arsenal à 16 ans à peine. Le joueur a évolué en équipe de jeunes du club londonien avant de s'engager il y a 2 ans et demi donc à Sion où il est lié jusqu'en juin 2022. Souvent blessé, malheureusement il n'est pour l'instant apparu qu'à 4 petites reprises sur les terrains cette saison. À Bordeaux, le projet de rachat des Girondins continue de faire parler. Le groupe américain King Street aurait ces derniers mois rejeté plusieurs offres et aurait fixé un prix de vente à 130 millions d'euros. Mais vu la conjoncture actuelle, le propriétaire des Girondins se serait dit même prêt à négocier si une offre de 100 millions d'euros arrivait sur la table. Ça bouge à Dijon. Aurélien Schedler, avant-centre du DFCO, quitte la Bourgogne pour la Lorraine. Buteur une seule fois cette saison, cantonné au banc depuis plusieurs semaines maintenant. À 22 ans, Schedler va tenter de se relancer à Nancy, 14e de Ligue 2. Et oui, à Milan-Sois, il fallait bien que ça arrive. Arrivé l'été dernier en provenance de Cordoba, Facundo Medina suscite déjà l'intérêt des clubs étrangers. À 21 ans, le défenseur argentin s'est bien acclimaté à la Ligue 1 et a réalisé une bonne première partie de saison avant de se blesser. À en croire la Voix du Nord aujourd'hui, des clubs comme Manchester United s'intéresseraient aux Lensois.
On part en Espagne maintenant, 14e de Liga, Valence doit impérativement se renforcer cet hiver, mais difficile pour le club espagnol de rivaliser avec les grosses écuries du championnat. Le club doit donc plutôt se pencher sur des jeunes à fort potentiel, et c'est ce qu'ils font en visant notamment le jeune attaquant du LOSC Fadiga, Ouattara. Formé à Lille, joueur de l'équipe réserve, Ouattara, 19 ans, devrait arriver à Valence en prêt dans les prochains jours. Il pourrait même directement intégrer l'équipe première de Javi Garcia. L'attaquant français s'est fait remarquer en Youth League où il avait inscrit 4 buts en seulement 6 rencontres. Et ça continue à Lorient, nouveau cas de Covid détecté au sein de l'effectif breton. Le club a annoncé hier soir qu'un nouveau joueur avait été testé positif. En tout, depuis le 8 janvier, ce sont 13 joueurs lorientais qui ont été placés à l'isolement. Dimanche dernier, déjà, la rencontre prévue face à Dijon avait été annulée. Cette fois, c'est le match de dimanche prochain, prévu à Nîmes, qui est en danger. Pour ne rien arranger à la situation des Merlus, le centre de formation a dû fermer ses portes pendant 10 jours. On continue notre tour des clubs dans un instant avec l'actu lyonnaise. Mais avant ça, c'est pas une déclat du jour que je vous propose, c'est plutôt un hommage. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une retenue. Et non, pas du tout, pas du tout. Oh là là, alors là, pas du tout. Tu prends le truc là, voilà, tu le portes. Voilà. C'est bien. C'est bon, hein? Oui. C'est un peu meilleur que tes merdes en boîte là. Et oui, malheureusement, Jean-Pierre Bacry n'est plus décédé hier à l'âge de 69 ans. Le comédien était l'inoubliable interprète de l'agent Jean-Pierre Costa dans le film Didier d'Alain Chabat. Dans la vie, Jean-Pierre Bacry était un passionné de tous les sports en général, de foot en particulier. Il aimait bien le Paris Saint-Germain. Son génie va beaucoup nous manquer. Alors écoutez, à mon avis, oui, tout ce qui est sur le terrain joue, vous le savez, le chien marqué de la tête, ça peut être accepté. Allez, on reprend notre tour des clubs. Le derby entre Lyon et Saint-Etienne prévu dimanche dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1 pourrait-il être reporté ? L'entraîneur des Verts, Claude Puel, a annoncé ce matin en conférence de presse que son club avait demandé un report du derby en raison d'un nombre très élevé de cas de Covid. Depuis la semaine dernière, l'effectif stéphanois a été touché par plusieurs cas, ce qui avait obligé Puel, lui-même testé positif, à aligner une équipe très amoindrie à Strasbourg dimanche dernier. Saint-Etienne avait déjà demandé un report du match contre le Racing en vain. Et aujourd'hui, sauf apparition de cas supplémentaires évidemment, la demande des Verts pourrait une nouvelle fois être refusée par la Ligue. Je vous en parlais en ouverture, si l'OM veut accueillir Milik, c'est bien beau, mais il faut renflouer un peu les caisses. Et en ce sens, Morgan Sanson pourrait quitter Marseille, direction Aston Villa en Première Ligue. Le milieu français pourrait rapporter à Marseille un peu plus de 18 millions d'euros. Les négociations entre Villa et Marseille avanceraient bien. Il faut dire que les deux parties avaient déjà discuté cet été pour un possible transfert de Sanson. Marseille qui aurait aussi entamé des discussions avec le FC Metz pour Farid Boulaya. Avec le départ probable de Sanson, l'OM s'est penché sur le profil du milieu algérien de 27 ans. Il faut dire que Boulaya, cette saison, a pris une toute autre dimension sous les ordres de Frédéric Antonetti. Titulaire indiscutable, il commence même à aligner des stats très intéressantes. En 16 matchs de Ligue 1 cette saison, Boulaya a marqué à 3 reprises pour autant de passes D. Sous contrat chez les Grenats jusqu'en 2022, Boulaya est estimé entre 5 et 7 millions d'euros. L'AS Monaco, très attentif à la situation de Marcelo, le latéral brésilien du Real Madrid, arrive à 32 ans, un peu sur le déclin physiquement. Il est plus titulaire indiscutable au Real et il pourrait donc bientôt quitter Madrid. Voilà une opportunité que compte bien saisir l'ASM, qui scruterait donc attentivement la situation de Marcelo, dont le contrat au Real expirera en juin 2022. Mercato toujours, son agent a beau dire partout qu'il ne quittera pas Montpellier, Gaëtan Laborde pourrait bien filer à l'anglaise cet hiver. Selon les médias britanniques, c'est West Ham qui souhaiterait recruter l'attaquant montpelliérain. Le club de Première Ligue devrait même rapidement formuler une offre. L'attaquant de 26 ans disposerait d'une belle cote en Première Ligue. Chez les Hammers, il pourrait débarquer en successeur de Sébastien Haller, parti à l'Ajax. Depuis le début de saison, Laborde a inscrit 6 buts et délivré 6 passes D en 20 matchs de Ligue 1. Mais alors nous, ça nous rend un peu triste parce que ça veut dire la fin, peut-être, du duo de Delors-Laborde. Je vous en parlais déjà la semaine dernière, sous contrat avec Nantes jusqu'en 2022, Randal Kolo Muani, qui pensait d'abord prolonger chez les Canaries, envisage finalement de partir, alors non pas cet hiver mais en fin de saison. Une bonne nouvelle pour le RB Leipzig, l'Eintracht Francfort ou même l'OGC Nice qui aurait des vues sur lui. Nice, justement, battu 3-0 par Bordeaux dimanche, 14e aujourd'hui au classement. Les Aiglons sont dans le dur et il se pourrait que ce mercato ne puisse pas les aider à traverser la mauvaise passe. 2 pistes viennent de s'évanouir. Jesse Lingard préférerait finalement rester en Angleterre. Et Léon Dajakou, jeune joueur de 19 ans du Bayern qui était dans le radar niçois, vient de s'engager, lui, à l'Union Berlin. Allez, on est mardi et comme tous les mardis, c'est l'heure de notre rubrique écho.
On s'intéresse aujourd'hui au système du pay-per-view. C'est l'une des solutions envisagées par Maxime Saada, le patron de Canal+, pour répondre à la crise actuelle des droits télé. En attendant les résultats d'un nouvel appel d'offres, existe effectivement cette solution provisoire de match à la carte. Alors le pay-per-view, c'est quoi exactement ? C'est le fait de pouvoir payer pour le visionnage de matchs à l'unité. Une méthode de paiement qui s'adresse notamment aux téléspectateurs, aux supporters occasionnels qui voudraient simplement regarder le match de leur équipe sans pour autant souscrire à un abonnement qui lui donnerait accès aux 9 autres rencontres de la journée. C'est du sur-mesure, en somme, pour le téléspectateur. Mais ça pourrait aussi être source de grosses inégalités entre les clubs, parce que ce système pourrait évidemment favoriser les gros, ceux en tout cas qui ont une plus grosse fanbase. Le système de paiement à la séance pour les retransmissions sportives existe depuis longtemps, depuis plus de 60 ans, et est notamment très utilisé aux États-Unis, dans les sports de combat, entre autres. Dans les années 50, les plus gros combats de boxe sont diffusés en direct aux États-Unis, dans les salles de cinéma à l'époque. Avec le développement de la télé, certains cherchent à introduire ce système de paiement à la séance, donc comme au ciné, directement dans chaque foyer. Premier événement retransmis de cette manière en direct à la télé, c'est le combat de boxe entre Floyd Patterson et le Suédois Ingemar Johansson. C'était le 20 juin 1960. Plus tard, le 1er octobre 1975, près de 500 000 téléspectateurs américains s'offrent le mythique championnat du monde des lourds entre Mohamed Ali et Joe Frazier. Disputé aux Philippines, il est diffusé sur le câble en pay-per-view à l'époque. Et plus récemment, beaucoup plus récemment, celui qui a suscité le plus d'achats dans le monde est le championnat du monde des welter entre Floyd Mayweather et Manny Pacquiao. C'était en mai 2015. 4,5 millions de téléspectateurs ont parfois payé jusqu'à 82 € pour voir le combat. Les revenus générés par le pay-per-view ont atteint près de 360 millions d'euros ce jour-là. Alors retour en France, concernant le foot, concernant la Ligue 1, Canal avait déjà expérimenté ce système de paiement à la séance pour les matchs de première division à partir de 1996. On pouvait à l'époque acheter le match 50 francs à peu près, soit 7,50 €, ou même s'offrir la soirée totale, le multiplex, pour 75 francs. C'est à peu près 11,50 €. Les profits étaient à l'époque partagés entre Canal et la Ligue, mais les résultats étaient pas bien probant et le système avait été abandonné en 2008. En octobre dernier, en Angleterre, la Premier League s'était mise d'accord avec ses diffuseurs pour une diffusion des matchs en pay-per-view, paiement à la séance, prix annoncé 16,50 € par match. Tollé absolu au Royaume-Uni, les supporters et même d'anciens joueurs devenus consultants, comme Gary Neville, ont dénoncé ce prix complètement fou. Et un mois plus tard, la Premier League a reculé, oublié le pay-per-view. Les matchs sont finalement diffusés en Angleterre sur plusieurs chaînes, parfois même public. C'est le cas de la BBC, et donc gratuitement, au moins tant que le public ne pourra pas revenir complètement dans les stades anglais. En France, en attendant de trouver une solution, Mediapro s'est proposé de diffuser les matchs jusqu'à la fin de saison. Sans payer la Ligue, évidemment, gratuitement, sinon c'est pas drôle. En ce sens, Mediapro a envoyé une lettre à la LFP. Merci les gars, ça c'est vraiment sympa, le sens du sacrifice pour éviter l'écran noir. Ou alors c'est peut-être pour s'offrir une demi-saison gratuitement. C'est pas bête. Bon, la semaine prochaine, on s'intéressera à la future place des GAFA dans le monde des droits sportifs. Allez, on reprend notre tour des clubs. À Nîmes, c'est officiel pour Naomi Shiweda, le défenseur japonais du Cercle Bruges, est arrivé hier en prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison. À 26 ans, Ueda est déjà le 10e japonais à passer par la Ligue 1. Le joueur vient renforcer la plus mauvaise défense du championnat avec déjà 41 buts concédés en 20 matchs pour les Crocos. Mais alors concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que ça donne ? Pour en parler, je suis avec Sacha Tavolieri. Salut Sacha. Salut Sarah. Sacha, tu es journaliste en Belgique où tu suis la Jupiler Pro League d'où arrive Ueda. Déjà, est-ce que tu as des infos sur la manière dont s'est déroulé ce transfert ? En fait, il faut savoir que ce transfert était corrélé à l'arrivée de Kevin Danke du côté du Cercle de Bruges. Donc, il a fallu trouver des moyens au vu de ce qui se passait, parce qu'il est arrivé un moment dans la transaction où le président de Nîmes, qui était assez réputé, en tout cas très compliqué dans les négociations, a effectivement été, je dirais, plutôt moins docile que prévu, donc assez compliqué, moins discipliné qu'à l'habitué dans ce dossier. Il a fallu donc trouver des points de convergence et arrondir un petit peu les angles. Nîmes étant à la recherche d'un défenseur central, je pense que le dossier Ueda a permis la finalisation notamment de celui de Denke. Donc je pense que c'est un dossier qui est corrélé à un autre, mais voilà, on va parler du joueur effectivement, mais c'était pas une mince affaire ce dossier. Alors on l'aura compris, l'arrivée à Bruges du jeune Danke il y a une semaine a facilité ce transfert d'Ueda. Toi tu l'as vu jouer en Jupiler League, comment il est, quelles sont ses qualités et ses défauts? En fait c'est un joueur assez solide, assez puissant, je dirais qu'il y a une puissance de base dans le
duel, qui a du répondant en tout cas. Il a des qualités intrinsèques, je dirais, qui sont sur son jeu de tête. Vraiment, je pense que c'est sa principale qualité. Il a un peu du mal au niveau de la façon dont il va poser le ballon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne voit que 7 titularisations en 21 matchs avec le Cercle Bruges cette saison, parce que le jeu de Paul Clement était un jeu basé justement sur la relance des défenseurs centraux, le jeu par des défenseurs en fait. Donc il fallait des joueurs qui soient très habiles balle au pied, qui aient cette culture, etc. Puisque Ueda avait beaucoup moins en fait au Japon. Donc ça a aussi causé, je pense, le fait qu'il était pas beaucoup titulaire. Puis il y a eu la concurrence également cette année, alors qu'il était complètement titulaire l'année dernière. Contre des grandes équipes, contre Anderlecht, contre Bruges, contre Genk, contre Gand l'an dernier, il n'a pas démérité, il était plutôt intéressant. Bon, du coup, on a compris pourquoi il n'avait qu'aussi peu joué. 2 matchs sur les 15 dernières journées de championnat belge dans un club en crise qui est 17e, avant-dernier du classement. Il est concurrencé, Ueda. Alors, pour revenir à son profil, il est droitier. Physiquement, il est comment ? Physiquement, c'est un grand gaillard. C'est un mec qui a fait du taekwondo. Donc, tu le sens aussi, il est très massif, très gainé également. Très difficile, donc je le disais tout à l'heure, à stopper en face à face. Et puis voilà, je suis un attaquant puissant de Ligue 1. Je vais avoir du mal effectivement à me retourner quand il me prend en ceinture, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc ce sera plus compliqué effectivement pour les défenseurs de Ligue 1. Je pense que c'est un format justement, contrairement à la façon dont le Cercle de Bruges jouait, le format de Nîmes est plus largement celui de la Ligue 1, pourrait même, je pense, mieux lui convenir que celui de la Jupiler Pro League, où ça reste encore un football très à l'anglaise, etc. Et où il y a quand même plus d'attaquants qui sont des attaquants de profondeur, alors qu'en France, la plupart des attaquants sont quand même très puissants, en tout cas ils sont réputés des gros attaquants de déviation puissants, et ils ne vont pas spécialement jouer sur leur explosivité. Ce qui va mieux convenir à un défenseur comme Ueda. Et alors, il y a quand même aussi une particularité intéressante sur le plan offensif. Comme il a commencé par le poste d'attaquant avant de se reconvertir en défenseur à l'âge de 16 ans, un parcours qu'on connaît un petit peu en Belgique, puisque c'est à peu près le même parallèle qu'on peut faire avec Christian Kabasele, le joueur de Watford, qui avait commencé attaquant à Eupen lorsqu'il était tout jeune, avant de se retrouver défenseur au fil de sa carrière, notamment avec Ludogorets, avec Genk, avec Watford, etc. Ici, c'est un peu un profil similaire. Donc c'est un joueur qui va se porter vers l'offensive, mais qui n'est pas forcément très habile de ses pieds. En tout cas, tu ne vas pas le voir faire 50 mètres avec le ballon, essayer de mettre des crochets et apporter le surnombre dans la défense adverse. Je ne pense pas que c'est ce type de football-là. C'est plus pour une défense en bloc bas. Sacha, dernière question. Globalement, est-ce que tu dirais, pour les supporters nîmois qui nous écoutent, que l'arrivée d'Ueda est une bonne nouvelle aujourd'hui ? Oui, c'est une bonne nouvelle parce que effectivement, le club de Nîmes avait besoin de renforcer le secteur défensif au vu de tout ce qui s'est passé de la première partie de saison. Après, personnellement, j'ai quand même beaucoup moins de garanties sur un Naomichi Ueda que j'en aurais eu sur d'autres joueurs. Si j'avais été directeur sportif, par exemple, de Nîmes, c'est pas un choix que j'aurais fait. J'aurais préféré plutôt d'autres joueurs. Voilà. Maintenant, on sait évidemment l'impératif économique et puis la façon dont le dossier Ueda a été, donc je l'ai dit précédemment, corrélé à celui de Kevin Denke. Je pense que c'était plutôt une occasion intéressante et que voilà, l'occasion a fait le larron quelque part sur ce dossier. Merci beaucoup, Sacha, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. À Nîmes, Ueda portera le numéro 27. On devrait attendre encore un peu avant de le voir jouer. Après leur match de samedi soir, Angers et le Paris Saint-Germain ont tous les deux mis leur maillot aux enchères pour aider le foot amateur durement touché, on le sait, par la crise sanitaire. Pour l'instant, c'est le maillot de Neymar qui tient la corde avec une enchère à 2 000 €, juste devant Mbappé à 1 600 € et Angel Di Maria à 1 100 €. Les enchères sont encore ouvertes pendant quelques jours. À Rennes, Steven Nzonzi devrait rester jusqu'à la fin de saison. Prêté par la Roma, le milieu de terrain est devenu l'un des piliers de l'équipe de Julien Stéphan, alors qu'il est courtisé notamment en Première Ligue. Son entourage s'est voulu rassurant aujourd'hui dans les colonnes de Ouest France. Nzonzi va rester en Bretagne jusqu'à la fin de la saison, c'est une certitude.
à Strasbourg. Thierry Loret quittera-t-il, lui, le club en fin de saison? L'entraîneur strasbourgeois, en fin de contrat en juin prochain, n'a pour l'instant entamé aucune discussion avec sa direction quant à une éventuelle prolongation. Alors pour l'instant, l'objectif premier, bien sûr, c'est le maintien du Racing qui a vécu un début d'exercice très compliqué. Aujourd'hui, les Strasbourgeois sont 13e au classement et continuent de remonter petit à petit. Arrivé au club en 2016, Loret avait fait remonter, lui, le club en Ligue 1, remporté une Coupe de la Ligue et même permis au Racing de faire son retour sur la scène européenne. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.